Voici les nouvelles nationales d'APTN. Un affrontement entre la GRC et les sympathisants de la nation Wet'suwet'en qui s'opposent au projet d'oléoduc s'est conclu par 6 arrestations. Notre collègue Lee Wilson fait le point sur la situation. Le 6 février, peu après 4 heures, la GRC est intervenue pour faire respecter l'injonction visant à permettre à Coastal GasLink d'exercer ses activités. Les agents sont arrivés par la voie forestière utilisée par Coastal GasLink où se trouvent les camps de protestation Wet'suwet'en. Les premières arrestations ont été effectuées au camp situé au kilomètre 40. Des gens présents au camp ont affirmé à APTN que des sympathisants de la nation Wet'suwet'en qui s'opposés au projet d'oléoduc et qui ont été arrêtés se trouvaient à bord de ces véhicules. Voici la déclaration du chef héréditaire Namok au sujet de ces arrestations. How dare they? How dare they do this? They come in under the cover of darkness. Now they won't even let media in to track. They're going to try to put out propaganda saying that they did this peacefully, and yet people are removed from the land. Après le lever du soleil, un imposant convoi de véhicules de la GRC, de bouteurs et de d'autres véhicules lourds est passé en direction du camp vers le point de contrôle. On nous a dit qu'il pourrait se rendre au camp Jitsem et au village de guérison Unistoten qui sont situés plus loin sur la voie forestière. David Pfeiffer, président de Coastal GasLink, a publié une déclaration parallèlement aux événements. Ce n'est pas le résultat que nous avions souhaité. Nous avons fait des efforts exceptionnels pour résoudre ce blocus au moyen de l'engagement et du dialogue. Nous avons tendu la main au chef héréditaire au cours du dernier mois et depuis de nombreuses années, sans succès. Le chef Namok prévoit de se rendre dans la zone d'exclusion pour rencontrer les gens. Il affirme que Coastal GasLink n'a jamais demandé la permission d'entrer, mais que même s'il l'avait fait, les chefs héréditaires n'auraient pas accordé cette permission. But they came in with armed forces to remove peaceful people that are doing the right thing at the right time for the right reasons. We're protecting the land, the air, the water, our rights and title, our authority as hereditary chiefs, and we're exercising our jurisdiction. These are not camps, these are reoccupation of village sites. Un reportage de Lee Wilson, nouvelle nationale d'APTN, Houston, Colombie-Britannique. Les Montréalais, qu'ils soient autochtones ou non, continuent de démontrer leurs appuis aux activistes qui s'opposent au oléoduc au camp Unistoten. Mais une femme de la nation Wet'suwet'en tient à préciser que ce ne sont pas tous les gestes de solidarité qui sont les bienvenus. Un reportage de Lindsay Richardson. Marlene Hale s'est rendue à l'Université Concordia pour livrer un message. Son message se propageait dans l'air comme la respiration par un temps froid. We just want to say to the CGL, to the government, to the RCMP, just go away. Just go away. Poussée vers le militantisme de façon accidentelle il y a un an, Marlene Hale, qui s'autoproclame la seule femme Wet'suwet'en au Québec, lance un appel au calme lors de cette manifestation étudiante organisée la veille d'une mobilisation potentielle qui devait avoir lieu près de chez elle en Colombie-Britannique. We want to keep things peaceful. We don't want to put our anger out there. So they're starting to clear out that camp, arresting people that aren't in violation of any injunction, that are following Wet'suwet'en law. Avant même le lever du soleil, ces appels à la paix n'ont pas été entendus. Un convoi de la GRC s'est rendu au camp Unistoten. Au moins 6 personnes ont été arrêtées, augmentant le risque de conflit sur le terrain. De leur côté, les Montréalais se sont mobilisés au cours des 2 dernières semaines. Ils ont organisé des rassemblements universitaires et remis un avis d'expulsion symbolique au siège social de la GRC avec l'appui de la nation Mohawk. Certains Montréalais ont tenu des plumes d'aigle bien haut dans un geste qui rappelle la photo emblématique prise par Ossie Michelin en 2013 à Elsipogtok. Mais la semaine dernière, un groupe appelé Solidarité Unistoten
a semé le chaos pendant la période de pointe, allumant des feux et bloquant la sortie principale d'une autoroute avant de déclarer qu'il continuerait de soutenir la nation Wet'suwet'en en utilisant tous les moyens nécessaires. Our fight today is your future. Mais même si elle parle de combat, Marlène, elle, affirme que les actions indépendantes destructrices causent plus de tort que de bien. And I'm also very worried for the protection of all people. And it's very important that we keep the struggle up, we keep the fight strong and keep ourselves strong. But we do it in a mindful way. Le groupe propose plutôt un certain nombre de solutions de rechange afin de démontrer du soutien et non de la colère à mesure que la situation évolue. Par exemple, écrire à des représentants des scènes locales, provinciales et fédérales ou faire un don au fonds de recours juridique. En conclusion, Marlène, elle, affirme que l'important est de se ranger du bon côté de l'histoire. Un reportage de Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Roger Garceau était un enseignant envoyé par le gouvernement fédéral du ministère des Affaires indiennes pour les écoles de jour à Manawan. Mais il a abusé de son pouvoir et maintenant, pour les victimes, sont à la recherche de justice. Voici un reportage que j'ai préparé pour vous. Cette école primaire est un endroit sécuritaire. Les enfants atikamekw de la communauté de Manawan viennent y apprendre leur langue. Toutefois, cela n'a pas toujours été ainsi. Ces salles de classe furent jadis le terrain de chasse d'un prédateur. Le dernier que j'ai eu, c'est la semaine passée, le dernier appel que j'ai eu. À date, on a 12 victimes qui sont vivantes. Il y en a à peu près aussi 12 ou 13 qui sont décédés. Dubé parle des victimes de Roger Garceau, un ancien enseignant de l'école de jour. Dubé fait partie d'un recours collectif qui blâme le Canada pour la violence sexuelle de Garceau et d'un autre enseignant, car tous deux avaient une emprise sur les enfants de Manawan dans les années 60 et 70. Le recours collectif pour les victimes de Garceau en est un différent du règlement McLean sur les écoles de jour qui a été récemment autorisé et adopté par le gouvernement fédéral. Il a fait plusieurs victimes en dehors de l'école. Dossier Garceau, ça ne rentrerait pas là-dedans parce que Garceau a abusé des enfants en les emmenant à son appartement, en les emmenant à son chalet à Montréal, à Trois-Rivières. Lise Dubé s'étonne qu'il n'y a pas eu un peu plus grand nombre de victimes prêtes à témoigner. Elle note que pour plusieurs à Manawan, l'agression sexuelle est un sujet tabou. Les victimes, il y en a qui sont âgées aujourd'hui de 85 ans. Alors quand c'est arrivé, s'ils avaient 5 ans, ça fait quand même 80 ans. Donc, et puis, c'est quelque chose que nous, on n'en parle pas ici dans la communauté. Je suis surprise moi-même de voir, parce que j'en avais déjà entendu des histoires, mais c'était, pour eux autres, c'était devenu banal, je vais dire, parce que le prêtre avait des mains baladeuses, là, puis ce qu'il nous a expliqué, Maître Arsenault, quand il est venu, c'est ce qu'il disait, toute agression sexuelle, ça concerne aussi les attouchements, les effleurements. C'est ça, fait que quand j'ai expliqué ça aux aînés, ils étaient surpris là, de voir, oh mon Dieu, c'était vraiment ça, là, qu'il faisait. Il n'est présentement pas trop tard pour s'inscrire au recours collectif Garceau. Pour certaines victimes, toutefois, il n'y aura malheureusement pas de justice. Non, ils sont au-dessus de 23 victimes. Okay. Puis il y a eu aussi là-dedans 4 ou 5 qui se sont suicidés depuis. Là. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Manawan.
Au retour, les nouvelles du projet d'expansion de l'oléoduc Trans-Mountain. Restez là. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Une histoire préoccupante. Des croix noires ont été dressées devant des commerces sur le territoire mohawk de Kanesatake. Une personne aurait placé une quinzaine de croix noires accompagnées de messages menaçants sur le terrain des commerces dans la communauté de Kanesatake. L'individu a été retrouvé et possède un historique de maladie mentale. Présentement, il est en traitement et il n'est pas un danger pour la population. Le projet d'expansion de l'oléoduc Trans-Mountain ira de l'avant. La semaine dernière, 3 juges de la Cour d'appel du Canada ont tranché à l'unanimité les consultations supplémentaires dans le cadre du projet d'expansion ont été menées de façon adéquate. Il s'agit d'un autre rebondissement dans la saga du pipeline qui ne cesse d'alimenter les controverses depuis l'annonce de son expansion en mai 2012. Simon Charland nous rappelle les faits. Depuis que Kinder Morgan a annoncé son intention de doubler l'oléoduc Trans-Mountain et ainsi faire passer sa production de 250 000 barils de bitumen dilué par jour à près d'1 million de barils, les marches d'opposition, les grands rassemblements et les poursuites judiciaires se sont enchaînées. Les nations Squamish et Tsleil-Waututh, de même que la ville de Vancouver et la ville de Burnaby, ont tous rejeté le projet, jugeant trop grands les risques environnementaux. Not only do we have to worry now about the potential for a spill affecting marine habitat, but actually like toxic clouds of chemicals, wafting over the city if we had a major incident. This is what democracy looks like. La bataille s'est ensuite poursuivie sur Burnaby Mountain pendant plusieurs semaines, après que des rumeurs voulant que Kinder Morgan ait commencé à déboiser la montagne pour faire place au projet. Des manifestants ont bloqué l'accès aux travailleurs de la compagnie, s'enchaînant même à leurs véhicules. Plus d'une douzaine d'arrestations s'en sont suivies, dont celles d'importants leaders autochtones comme le grand chef Stuart Phillips et l'aîné Amy George. En mai 2018, le gouvernement fédéral fait l'acquisition de l'oléoduc des mains de Kinder Morgan. La nouvelle soulève la colère des opposants au projet, qui qualifient d'hypocrite et d'irresponsable l'achat du pipeline. Justin Trudeau promised. He promised a new relationship with my people. He promised that this project could not move forward unless it was done through a vigorous and thorough review, which he broke. He is a liar. He is a liar. He is a liar. Puis en août 2018, la Cour d'appel fédérale donne raison aux Premières Nations s'opposant au projet, déclarant inadéquates les consultations menées auprès d'eux. La victoire est de bien courte durée puisque le gouvernement s'engage immédiatement dans une nouvelle ronde de consultations. En juin 2019, le projet est une fois de plus approuvé, mais 9 autres contestations judiciaires par rapport aux consultations sont logées et le projet est de nouveau retardé. Finalement, la semaine dernière, les groupes autochtones se sont vus déboutés en Cour d'appel fédérale. Les consultations ont cette fois été bien menées, selon les 3 juges de la Cour d'appel. Very disappointing with the court and their decision here today. Bien qu'elle avait 60 jours pour le faire, la nation Tsleil-Waututh dit avoir déjà appelé de la décision à la Cour suprême du Canada. It's not a done deal. We're here together to share that this is a little bit delay in our process in stopping this. We have already filed to Supreme Court because they broke their own law and not allowing us to submit the evidence in this short window of time. Simon Charland, Nouvelle nationale d'APTN, Vancouver. La semaine de la prévention du suicide s'est terminée hier. Un enjeu alarmant pour l'Inuit du Nunavik qui continue de faire un effort d'introspection pour trouver des solutions. Un reportage de Tom Fenario. Kathleen Arick-McKee a parcouru plus de 3 km à vélo sans trop d'efforts. Il est utile pour cette Inuk d'enfourcher son vélo pour rentrer à la maison dans sa communauté de Kujwak. Yeah, I used to bike around back home, but then when I started coming to school here, it kind of slowed down, but kind of getting back into it, yeah. Kathleen a de bonnes raisons de se remettre au vélo.
En compagnie de ses camarades étudiants des cégeps John Abbott et Montmorency, elle recueille des fonds au moyen d'un cycloton au profit d'une cause qui lui tient à cœur, la prévention du suicide. I've lost a couple of friends and family members from suicide. L'expérience de Kathleen n'est pas inhabituelle au Nunavik. Depuis 2017, le territoire inuit de la région subarctique au Québec affiche un taux de suicide près de 14 fois supérieur à celui du reste du Canada. Cette situation pousse des membres de la communauté inuit du Nunavik, comme Julia Saint-Aubin, à chercher des solutions. Don't impose Southern solutions on Inuit problems. It's never going to work, it never has, and it never will. Dans cette perspective, les services de santé et des services sociaux du Nunavik mettent en œuvre une stratégie régionale de prévention du suicide à 5 volets. Véronique Paradis, qui est agente de liaison régionale en matière de prévention du suicide, donne en exemple des programmes lancés récemment. Par exemple, pour l'ensemble des formations qu'ils vont avoir dans les communautés, ils ont fait appel à nous pour donner le workshop Reach Out, qui est un workshop en prévention du suicide pour les communautés. Donc, il y a plusieurs ateliers qui vont être donnés auprès des Rangers dans différentes communautés cette année. Les services de santé et des services sociaux se penchent également sur une stratégie à plus long terme visant à régler des problèmes systémiques. Par exemple, la construction d'un nouveau centre de traitement à Côte-Joie qui sera le bénéficiaire de l'argent recueilli lors du cycloton. All the communities need a place for people to go talk to, and people need to know it's okay to talk about their mental health and issues. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez est en situation de détresse ou avez récemment eu des pensées suicidaires, composez l'un ou l'autre des numéros apparaissant à l'écran. Un reportage de Tom Fenario, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au retour, nous parlerons avec Odile Joannette, directrice de Wapikoni. À tout de suite. Bienvenue au bulletin de nouvelles nationales d'APTN. En studio, nous avons Odile Joannette de Wapikoni Mobile. Quoi, Vivi? Tu peux peut-être nous parler du symposium que vous organisez? Oui, le Symposium international sur les langues autochtones, c'est une initiative qu'on a commencé à développer avec la Commission canadienne pour l'UNESCO à l'automne 2019, parce qu'on voulait s'inscrire un petit peu dans la lutte de l'Assemblée des Premières Nations puis de plusieurs pays en Amérique du Sud qui avaient réclamé aux Nations unies une décennie. Alors, on s'est dit, il faut faire le bilan de l'année internationale ici au pays, qui était une année aussi d'élection pour le Canada. Donc, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes par rapport à ce qu'on aurait pu faire pour soutenir le développement des langues autochtones. Puis là, en décembre dernier, on apprend que les Nations unies annoncent officiellement que la décennie va avoir lieu de 2022 à 2032. Donc, on est super content de pouvoir s'inscrire dès le début de 2020 dans un symposium comme ça qui vise un peu à réfléchir collectivement à comment on peut, quelles sont les bonnes pratiques et comment on peut réfléchir les recommandations pour la décennie. Alors, ça va être un symposium qui va avoir lieu mardi, le 11 février, au Musée de l'Histoire de Gatineau. Ça commence à 1h l'après-midi, c'est ouvert au public, c'est gratuit. On a une série de panels qui sont organisés de 1h à 5h. On va avoir un panel avec des créateurs. On a des gens, Wapikoni Mobile, on travaille avec les populations autochtones du Québec et du Canada depuis très longtemps. Mais on travaille aussi avec les populations autochtones de l'Amérique du Sud et du monde. Alors, c'est important pour nous d'amener nos partenaires d'un peu partout puis de les mobiliser tout le monde ensemble. Il y a des initiatives qui sont faites dans d'autres pays que le Canada mérite d'entendre, comme des meilleures pratiques. Donc, on va avoir des invités et des créateurs qui viennent de partout. On a un créateur du Panama, des gens du Pérou, des gens de la France aussi, des partenaires français. Alors, on va avoir un premier panel de créateurs qui vont réfléchir les défis de créer en langue autochtone, les besoins qu'ils ont pour améliorer leurs pratiques. Pour la première fois en 2019, Wapikoni a fait une résidence de création. Donc, 4
artistes établis avec des signatures artistiques très, très fortes qui font partie du collectif Wapikoni ont eu accès aux ressources et aux moyens pour développer des œuvres uniques. On va lancer ces 4 œuvres uniques qui portaient sur le thème des langues autochtones pendant ce panel. On va avoir la chance de rencontrer les créateurs puis de parler avec eux de leurs intentions dans le film puis de ce que ça représente pour eux, le défi de la préservation de nos langues. Finalement, on va avoir un panel avec des partenaires d'influence. Parce que pour Wapikoni, je pense que ce qui est super important pour nous, je dis souvent, on n'a pas un modèle d'affaires, on a un modèle d'impact. Ce qui est important pour nous, c'est de créer des changements, créer des transformations dans nos sociétés. C'est ça qui est important. Puis pour le faire, on pense vraiment qu'il faut donc s'adresser à une variété de milieux. Pas juste le milieu cinématographique, le milieu des médias, mais aussi les milieux politiques, communautaires, les milieux artistiques et culturels, les milieux d'engagement. Alors, moi, je vais avoir l'occasion de présenter un petit peu le modèle du Wapikoni sur ce panel-là. Je vais être accompagnée de notre partenaire cette année qui est Netflix. Pour moi, c'est important de souligner la participation comme Netflix, un partenaire du secteur privé qui reconnaît la méthodologie atypique du Wapikoni comme étant quelque chose qui a des résultats très positifs pour l'émergence des talents. J'aimerais que ça puisse influencer d'autres secteurs privés à mettre la main à la pâte avec nous dans cette lutte et à la préservation. On va avoir aussi Joëlle, qui est la directrice artistique de Musique Nomade, donc pour toute l'influence qu'on doit continuer à faire dans l'industrie musicale pour que nos artistes de la musique puissent être là. Puis finalement, on va avoir quelqu'un des Nations Unies, Tarsila Rivera-Zea, qui va être avec nous pour nous parler aussi de tout le travail qu'on doit faire sur la scène internationale si on veut que ça se réalise. On va aussi avoir un panel pour les enjeux de diffusion et de distribution. Donc, des gens qui ont créé des festivals en langue autochtone, des gens qui ont créé des festivals sur des contenus autochtones en France, des gens qui ont vraiment, qui émanent du milieu là, de la diffusion et de la promotion de nos initiatives. On va avoir l'occasion d'avoir l'initiative Minwashin des Anishinaabe de l'Abitibi-Témiscamingue du Québec qui vont être avec nous aussi pour nous parler de leurs initiatives. Alors, ça va être un bel événement qui va se clôturer par une réception d'honneur où on a l'occasion d'avoir Perry Bellegarde avec nous. Je suis vraiment contente. Perry est un acteur important, chef de l'APN. Il a joué un rôle important dans la réussite à avoir cette décennie. Donc, on va avoir l'occasion de l'entendre pour nous dire tout le travail qui a été fait pour arriver à obtenir cette décennie puis l'importance que ça a pour nos peuples. Moi, j'aimerais ça te parler de l'influence de Wapikoni par rapport à la télévision québécoise. Oui. Par rapport avec les diverses émissions. Effectivement. Bien, c'est un peu ça que je trouve super avec Wapikoni, c'est que dans le fond, moi je dis tout le temps, on est là pour susciter l'étincelle, hein, créer un intérêt, créer un sentiment d'appartenance pour que les gens réalisent leur potentiel, réalisent leur capacité. Donc, effectivement, quelques belles réussites cette année où on est fiers. Tu peux peut-être répéter, c'est quand que... Oui. Alors, Symposium international sur les langues autochtones, événement gratuit, ouvert à tout le monde. C'est mardi, le 11 février, au Musée canadien de l'histoire à Gatineau. Alors, j'invite vraiment tout le monde à être avec nous. Ça va être un magnifique moment. Et puis, une des conclusions de notre symposium, c'est qu'on va publier les actes du symposium. Donc, tout ce qui aura été discuté, toutes les recommandations qui auront été soulevées vont s'inscrire dans un manuel, un guide qu'on compte remettre aux autorités canadiennes et au gouvernement comme premier guide pour réfléchir la décennie au pays. Sylvie, merci tellement. Voici la fin du bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Au nom de toute l'équipe et en mon nom, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je suis Sylvie Ambroise, au plaisir de vous retrouver. Yamé.